Donc nous allons commencer immédiatement. Alors, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête avec une table ronde sur l'égalité des chances dans le système éducatif ultramarin. Par ordre alphabétique interviendront lors de cette table ronde Monsieur Gilles Albou, ancien recteur de l'Académie de Mayotte, Monsieur Laurent Linguet, président de l'Université de Guyane. Messieurs, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaki. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Naminzo en est la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière d'éducation, de formation d'emploi, de revenus et de partage de la richesse, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. Les inégalités frappant nos territoires trouvent partiellement leur source dans l'éducation. Le taux de jeunes ultramarins qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, les nets étant explosifs. Les taux d'illettrisme et de décrochage scolaire également. La situation de Mayotte est très spécifique à ce titre, où l'ensemble des élèves ne peuvent être scolarisés de façon continue à l'école. Notre système éducatif et d'enseignement ne parvient pas à offrir les mêmes chances à cette jeunesse qui est pourtant au cœur de la promesse républicaine de l'égalité des chances. La question d'une meilleure prise en compte de la langue maternelle, qui n'est pas toujours le français, dans l'enseignement est aussi une problématique souvent évoquée depuis le début de nos auditions. Ces inégalités éducatives dans l'enseignement scolaire ont évidemment un effet important sur l'orientation choisie dans les études et au-delà sur le type d'emploi occupé. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur l'adéquation entre les filières d'études proposées et les emplois disponibles, alors même que le taux d'emploi outre-mer est faible. Enfin, nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme pour engager les Outre-mer sur une amélioration de l'égalité des chances dans le système éducatif. Votre expérience de terrain Outre-mer, mais aussi votre connaissance plus large des enjeux dans ces territoires, nous intéresse particulièrement. Je précise qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Albou, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Monsieur Linguet, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Alors, si vous voulez bien, messieurs, vous pourriez nous faire une brève présentation liminaire de 10 minutes maximum. Je précise maximum parce que nous débordons toujours et après, on ne peut plus avoir l'occasion de vous poser des questions et vous d'y répondre. Après laquelle, je laisserai la parole à Madame la rapporteure, puis à Mesdames et Messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Nous vous écoutons. Nous commençons par Monsieur. Je vous laisse la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, et vous tous ici présents. Alors, je voulais d'abord vraiment commencer par vous remercier sincèrement, parce que ceux qui me connaissent dans cette salle savent que dès qu'il faut parler de Mayotte, je réponds présent. On parlera peut-être plus tard des regrets, mais si j'en ai un, évidemment, c'est d'avoir quitté cette île qui m'est si chère. Je regrette, et je vous prie de m'en excuser, évidemment, de ne pouvoir pas répondre à toutes les questions qui ont été posées, puisque beaucoup concernent un cadre général, et vous le comprendrez ici, je me contenterai de répondre à celles qui concernent le territoire mahorais, et évidemment sur la période pendant laquelle j'étais
en fonction, et je me garderai bien évidemment de répondre au-delà, et mes collègues du ministère de l'Éducation nationale pourront répondre et compléter, Madame la Présidente, si vous souhaitez, puisque je leur ai fait part évidemment de cette convocation. Je vais essayer aussi d'être court pour qu'on se garde beaucoup de temps pour les questions. Mais je voulais peut-être avoir en propos liminaire quelques mots sur votre fil conducteur, les inégalités dans les territoires outre-mer, et donc évidemment en ce qui me concerne les inégalités à Mayotte. Alors les inégalités à Mayotte, on les voit, je reviendrai là-dessus. Mais je voudrais commencer par, évidemment, les contextualiser, parce que des inégalités sur le territoire métropolitain, on en a de toutes sortes, et il y a beaucoup de dispositifs qui y répondent. Donc pourquoi, et c'est mon interprétation, parler spécifiquement des Outre-mer, et pourquoi parler spécifiquement de Mayotte ? D'abord, pour Mayotte en tout cas, un territoire qui nous préoccupe, Premier point important, c'est le décalage institutionnel. Alors, je ne veux pas revenir sur l'histoire du territoire. J'ai des élus mahorais en face de moi, et Mayotte, département, uniquement depuis, j'espère ne pas dire de bêtises, 2011, comme je parle sous serment, j'espère que vous m'excuserez quelques imprécisions. Département depuis 2011, et depuis 2011, on essaye de rattraper le temps perdu. On essaie de le rattraper d'ailleurs depuis avant 2011. Alors pourquoi, pour moi, évidemment, ces décalages institutionnels sont facteurs d'inégalité ? J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est un premier point. Deuxième point, les spécificités locales. Mayotte, c'est un territoire qui est à la fois sur des, allez, on va le dire, des routes migratoires, donc avec beaucoup d'immigration et beaucoup d'immigration illégale, ce qui désorganise, vous en doutez, les services publics et évidemment, et cause aussi d'inégalités. C'est aussi un territoire qui est sous les tropiques. Alors, je ne vais pas rappeler ici les événements récents, mais avec évidemment des spécificités qui nous amènent à d'abord travailler à appréhender ces événements, mais aussi on a ici des événements qui peuvent handicaper le déploiement des politiques publiques. Je finirai par un troisième point, peut-être qui est commun aux autres Outre-mer là aussi, c'est l'éloignement. L'éloignement, vous le disiez, de l'Hexagone, l'éloignement de la capitale, et qui, alors pour le périmètre éducation, peut être aussi un facteur de manque d'ambition pour les élèves, un facteur limitant pour les déplacements et pour l'ensemble des brassages. On a à Mayotte une île petite. Là, alors je vais certainement dire des bêtises à nouveau, mais dans les 370 km², et si on veut développer un territoire, il faut que ce territoire, là aussi, puisse communiquer facilement avec les autres territoires de la République. Donc trois points sur lesquels, pendant toute la période où j'étais en responsabilité, j'ai essayé de travailler. Le décalage institutionnel, ça ne vous a pas échappé. Je pense que c'est parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous m'avez invité. Mayotte n'avait pas de rectorat, donc je suis arrivé pour mettre en place un rectorat. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'éducation. Et notre priorité a été tout de suite de se mettre au niveau institutionnel. Il se trouve que peu de temps après, il y a eu la nouvelle organisation territoriale de l'État avec les DRAGES. Enfin, je ne veux pas rentrer dans toute la machinerie institutionnelle, mais de partir du principe que non seulement on allait rattraper ces retards institutionnels, mais on n'allait pas en creuser d'autres. Je pense aussi, et mon collègue pourra donner son point de vue côté guyanais, je pense aussi à l'enseignement supérieur, à l'université. Donc
quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'université, il y avait un institut, il y avait un CUFR, un centre universitaire de formation et de recherche, et évidemment, nous avons fait en sorte que Mayotte soit aujourd'hui dotée d'une université de plein exercice qui a l'ensemble des caractéristiques des autres universités, modulo les compétences élargies, c'est-à-dire qu'elle ne gère pas sa masse salariale, ce qui est d'ailleurs pour l'université de Mayotte plutôt salutaire vu les contraintes administratives que cela supposerait. Sur les spécificités, je pense que l'ensemble de vos questions me permettra d'y revenir. Je voudrais quand même attirer votre attention sur une spécificité, et vous parliez des langues régionales. Mayotte, c'est aussi un territoire où les langues vernaculaires sont très fortes, avec essentiellement deux langues parlées, le shimaoré et le kibushi, et ce qui nous amène aussi, alors qui sont parlées et fortement parlées, c'est-à-dire dans les familles, c'est la langue qui est parlée à la maison, et ce qui aussi peut être facteur d'inégalité si on n'appréhende pas bien cette particularité. Donc dans les spécificités régionales dont j'ai parlé, il y a aussi celle-là, mais j'ai vu que vous aviez prévu d'en reparler. Et pour finir, sur l'éloignement et le manque d'ambition, puisque ça fait partie de vos questions, oui, nous avons tout de suite mis en place Parcoursup. Oui, nous avons aussi développé l'ensemble des modalités qui étaient prévues dans les lois sur le développement et la transformation de la voie professionnelle en créant des BTS, en développant le centre universitaire de Mayotte et en particulier, là aussi, en étant, alors là pour le coup, précurseur et pas en rattrapant le national, puisque nous avons mis en place à Mayotte de manière expérimentale les concours à Bac+3 avec 2 années de formation payées comme fonctionnaires stagiaires pour les futurs enseignants. Donc ça c'était aussi une innovation que j'avais proposée à l'époque et qui là pour le coup a été généralisée à l'ensemble du territoire français, comme quoi parfois aussi sur les Outre-mer on peut avoir des innovations qui sont reprises. Malgré tout ça, et je finirai par là, Mayotte rencontre toujours des difficultés, et je pense que on ne saurait pas autour de cette table s'il n'y en avait pas, des difficultés en matière de réussite scolaire. Je donne quand même quelques éléments. Quand je suis arrivé, on a tout de suite mis en place. Alors ça a été contesté, mais je tenais à ce qu'on les mette en place, les évaluations à tous les niveaux, donc en CP, en CE1, en 6e, celles qui étaient voulues par le ministre Jean-Michel Blanquer, justement pour ne pas cacher les problèmes. Premières évaluations, et je vous donne un peu les ratios, sur par exemple la compréhension des mots, des élèves à besoin. Alors, quand on dit élèves à besoin, c'est des élèves en grande difficulté, 40%, et des élèves avec un niveau satisfaisant, 25%, les autres étant dans un niveau intermédiaire. Au niveau national, donc 40% à besoin, 25% avec un niveau satisfaisant. Si on veut avoir les chiffres nationaux, c'est respectivement 7% et 71%. Donc vous voyez le décalage, 7 contre 40, 71 contre 25. Et même si on regardait uniquement au niveau national l'éducation prioritaire et uniquement l'éducation prioritaire renforcée, c'est-à-dire le REP+, on est quand même à 20 et 41, c'est-à-dire 2 fois plus, voilà, 2 fois moins d'élèves à besoin en REP+, sur le territoire national qu'il n'y en a à Mayotte à l'époque. Nous avons réussi. Sur cet item, comme sur d'autres, je pourrais décrire tous les items. J'ai gardé avec moi, évidemment, tout le travail que nous avons fait sur la compréhension des mots, l'écriture des nombres. Nous avons réussi à peu près à rattraper notre retard par rapport à l'éducation prioritaire renforcée. Alors, évidemment, il faut être très mesuré dans ses études, puisque récemment, avec Chido, les évaluations n'ont pas pu être passées. Et j'imagine que ça aura, comme pour le confinement, des répercussions. Et comme on est sur... je préfère le dire, parce que, évidemment, sur ces évaluations, disons que Mayotte n'était plus le dernier, mais ça ne veut pas dire qu'on avait non plus rattrapé les moyennes nationales, comme je viens de le dire. Comment avons-nous fait ?
et c'était votre dernier point dans les questions, c'est que sur les inégalités que j'ai prises de manière macroscopique, en fait, elles sont aussi localement, il y a aussi des inégalités localement. Mayotte, c'est aux alentours de 80%, 75% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est une population très jeune. À l'époque, on avait un âge médian autour de 17 ans. Donc, ce sont des chiffres qui nous interpellent. Mais il y a aussi une jeunesse mahoraise, et les chiffres le montraient, qui réussit, qui a de l'ambition, et qu'il ne faut pas oublier. Et donc, dans tout le travail que nous avons voulu mener, c'est à la fois un travail pour raccrocher les élèves qui avaient des besoins particuliers, mais ne pas oublier non plus les élèves qui avaient des appétences, les élèves dont les familles étaient, on va dire, dans une dynamique de réussite, et de travailler justement à une différenciation des parcours. On a eu, et on parlait de Parcoursup, des élèves qui ont intégré Sciences Po Paris, des élèves qui ont intégré l'INSA, des élèves qui ont intégré les meilleures classes préparatoires aux grandes écoles. Et en guise de conclusion de cette introduction, je voudrais finir par 4 points pour moi qui ont guidé mes travaux. Le premier, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'adaptation. On est sur un territoire particulier. Vous allez me dire que tous les territoires sont particuliers. C'est l'adaptation. On pourrait y revenir sur l'éducation prioritaire. On pourrait y revenir juste sur la différenciation, sur les langues régionales. Je l'ai dit sur la formation initiale. Et on pourrait le dire aussi sur les rythmes, avec parfois une mauvaise adaptation, une adaptation à des contraintes bâtimentaires sur lesquelles on pourra revenir. Deuxièmement, et pour cette adaptation, évidemment, travailler à plus de déconcentration. Rattraper le retard institutionnel, ça ne veut pas dire une hypercentralisation. Et qui dit une déconcentration, dit aussi un dialogue qui doit s'institutionnaliser. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les organisations syndicales, avec les organisations représentatives de parents d'élèves. Très, très important. On ne peut pas transformer et rattraper les retards et rattraper les inégalités si on n'embarque pas toute la communauté des enseignants et des parents. Mais aussi, évidemment, travailler avec les élus. Alors évidemment, vous allez être convaincus, et travailler conjointement avec tous les niveaux administratifs sur le territoire. Et ce sera mon quatrième et dernier point, parce que pour résoudre ces inégalités, il faut une approche systémique. On ne peut pas avoir justement une volonté de rattrapage au niveau de l'éducation nationale si derrière, par exemple, le tissu économique et la structuration économique du territoire n'avancent pas, parce qu'on va avoir des élèves qui vont sortir du système éducatif et qui n'auront pas de possibilité d'emploi si derrière, évidemment, on n'a pas une économie qui elle aussi avance. Je pense à tout ce qu'on peut mettre en place autour du port, autour de l'aéroport, autour de l'agriculture, autour des métiers de la construction. Et c'est ce qui, pour nous, a justifié le fait qu'on travaille en pôle de métier pour que l'éducation nationale, et vous le disiez, apporte sa pierre à une transformation qui est plus globale et plus systémique sur le territoire. Je vous remercie. Nous allons passer en Guyane. Donc, Monsieur Linguet, c'est à vous pour les propos liminaires, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour cette audition qui démontre l'intérêt du Sénat pour les Outre-mer. Je vais être le plus bref possible. J'ai pris quelques notes donc, que je me permettrai de lire. Concernant les inégalités en Outre-mer, elles sont plus marquées qu'en Hexagone et parfois très fortes à l'intérieur même des territoires. Il existe un écart persistant dans la maîtrise des fondamentaux, notamment le français, les mathématiques, et cela est souvent dû à des difficultés qui s'expliquent par un contexte linguistique complexe combiné à des fragilités sociales plus importantes telles que la pauvreté, le chômage, l'habitat précaire. Donc, ces difficultés donc, qui prennent naissance dès l'entrée dans le milieu scolaire produisent des écarts de réussite qui se prolongent ensuite jusque dans l'enseignement supérieur. Ensuite, les inégalités sociales
pèse fortement sur la réussite et l'orientation. Et on constate dans ces territoires une surreprésentation des filières professionnelles et technologiques avec aussi des parcours d'orientation parfois très contraints. Et dans des régions comme la Guyane, il existe aussi de fortes inégalités territoriales entre zones urbaines, communes isolées, tant en termes d'infrastructures que de stabilité des équipes pédagogiques. Ce qui conduit à un accès à l'enseignement supérieur plus complexe que dans l'Hexagone, avec une offre de formation limitée, une mobilité coûteuse vers l'Hexagone et une information moins diffusée sur les parcours. Concernant le financement des universités, il existe aussi une forte inégalité liée à la surrémunération obligatoire des fonctionnaires. Cette surrémunération est une obligation nationale, elle n'est pas compensée dans le calcul de la subvention pour charges de service public versée par l'État. Ainsi, par exemple, l'Université de Guyane finance sur ses ressources propres une charge structurelle imposée sans ajustement équivalent de ses recettes. Alors, cela a été très bien rappelé par la Cour des comptes dans son rapport de 2024 intitulé « L'enseignement supérieur et la recherche dans les Outre-mer », qui souligne que les établissements d'outre-mer supportent des dépenses supplémentaires, notamment liées à la surrémunération des agents, au surcoût des achats, à l'accompagnement des étudiants plus souvent en situation de précarité, et que l'allocation des moyens par le ministère ne prend pas suffisamment en compte ces spécificités. Au final, la question centrale est celle de l'égalité réelle. L'application uniforme de règles nationales ne permet pas à elle seule de compenser des conditions de départ profondément différentes. Une politique éducative véritablement équitable suppose une différenciation des moyens, une visibilité pluriannuelle et une adaptation aux spécificités locales, notamment linguistiques. Alors, quelle est la tendance de ces inégalités? Je pourrais la décrire comme une stabilisation sous contrainte, avec des améliorations partielles qui ne suffisent pas à réduire structurellement les écarts. On a pu constater ces dernières années une hausse du taux d'accès au baccalauréat, des investissements dans les infrastructures scolaires, des dispositifs renforcés de lutte contre le décrochage, mais ces avancées bien qu'elles traduisent un effort public significatif, sont souvent absorbées par des dynamiques structurelles fortes, une croissance démographique rapide dans certains territoires comme la Mayotte et la Guyane, le maintien de niveaux élevés de pauvreté, de fragilité sociale, des inégalités territoriales internes persistantes et, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt les contraintes liées au plurilinguisme. Donc, si on observe des améliorations quantitatives, davantage d'élèves scolarisés et diplômés, les écarts qualitatifs avec l'Hexagone et au sein même des territoires restent importants. Donc, il n'y a pas d'aggravation massive généralisée, mais il n'y a pas non plus de réduction structurelle des inégalités. Quelles sont les principales difficultés rencontrées en lien avec l'évolution de la démographie? La situation révèle en tout une insuffisance d'adaptation de la politique nationale aux réalités ultramarines. Dans les territoires en forte croissance, comme la Guyane, l'État n'a pas ajusté les moyens de l'enseignement supérieur à la hauteur de l'augmentation des effectifs. J'en veux pour preuve que depuis 2017, date de la dernière création d'emplois à l'université, nous avons augmenté nos effectifs de 1000 étudiants, sans enseignants de plus, sans personnel administratif de plus. Donc voilà, c'est une charge qui se répartit sur l'ensemble des personnels et qui crée des tensions extrêmes en termes de charge de travail. Alors, les régions comme la Guyane ou Mayotte sont des régions jeunes, avec une progression continue du nombre de bacheliers. Ça veut dire qu'au fil des ans, nous sommes confrontés à des capacités d'accueil saturées, à des infrastructures insuffisantes, à des créations de postes trop lentes, trop limitées et à une dégradation du ratio étudiants sur enseignants. L'effort budgétaire consenti par l'État et le ministère permet souvent d'absorber l'urgence. C'est un effort relativement minime, enfin pour ce qui est de l'Université de Guyane. Et cet effort ne permet pas de structurer durablement le développement. On gère la croissance plus qu'on ne l'anticipe. Si on s'intéresse aux régions où la démographie est en baisse, comme certaines régions antillaises, la logique nationale fondée sur les seuils d'effectifs produit un effet pervers, c'est-à-dire que des filières sont menacées, non pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles n'atteignent pas les volumes requis par un modèle pensé pour des grandes universités hexagonales. Donc, ce sont des dynamiques opposées qui produisent des difficultés structurelles différentes et qui convergent vers un même problème, l'inadéquation entre les outils nationaux de pilotage et la réalité territoriale. Une proposition serait que le pilotage
nationales reposent sur et prennent en compte les bassins démographiques, les coûts structurels plus élevés liés à l'insularité, à l'isolement et les besoins stratégiques propres au territoire. Si cette différenciation n'est pas faite, on risque d'aboutir à ce que l'on voit déjà, le départ massif des meilleurs bacheliers vers l'Hexagone, la difficulté à stabiliser les équipes pédagogiques sur les territoires, le sous-encadrement chronique et l'incapacité à ouvrir des formations stratégiques pourtant nécessaires au développement local. L'enjeu, il est stratégique. On ne peut pas appliquer les mêmes règles partout si on veut réduire les inégalités éducatives en Outre-mer. Il faut une politique différenciée, pluriannuelle, anticipatrice, capable de soutenir à la fois la croissance démographique dans certains territoires et la soutenabilité des établissements dans d'autres. Sur Parcoursup, quel a été le bilan de la mise en œuvre de Parcoursup dans les Outre-mer? Pour ce qu'on a pu constater à l'Université de Guyane, et je pense dans certaines autres universités d'Outre-mer, c'est que Parcoursup a constitué un facteur d'aggravation des inégalités territoriales, même si l'objectif initial était d'améliorer la transparence et l'orientation. Depuis la mise en œuvre de Parcoursup, on a constaté en effet que les meilleurs bacheliers quittent davantage le territoire en étant acceptés dans des facultés, des IUT, de l'Hexagone. Et c'est un phénomène qui était limité avant Parcoursup et qui s'est accentué et systématisé. Donc, pour nous, universités, ça s'est traduit par une baisse sensible du niveau académique moyen des candidats à l'entrée, tout simplement parce que Parcoursup fonctionne comme un mécanisme d'aspiration des meilleurs profils vers des établissements plus dotés, plus visibles et plus attractifs du point de vue national. Donc, ce dispositif contribue, selon moi, à fragiliser les universités ultramarines qui accueillent de plus en plus une population étudiante plus socialement et scolairement vulnérable. Concernant la poursuite d'études supérieures, est-ce qu'elle est différente entre l'Hexagone et l'Outre-mer? Oui, le rapport donc, que précité de la Cour des comptes sur l'enseignement supérieur dans les Outre-mer dit que la poursuite d'études des néo-bacheliers ultramarins est plus faible que la moyenne nationale. Ordre de grandeur, 80% en 2017, ça c'est la moyenne nationale, contre 75% en Guadeloupe, 74% en Martinique, 78% à La Réunion et 69% en Guyane. Est-ce qu'il existe des écarts d'orientation entre l'Hexagone et l'Outre-mer? Oui. En Outre-mer, les bacheliers sont moins souvent inscrits en voie générale et plus souvent en voie technologique et professionnelle. Il y a un poids plus fort des formations courtes professionnalisantes dans les Outre-mer. Les STS représentent par exemple 22% des étudiants d'Outre-mer contre 8% dans l'Hexagone. L'offre est plus concentrée sur l'université. L'offre d'enseignement supérieur dans les Outre-mer est plus concentrée sur l'université, moins diversifiée. La part des étudiants à l'université est de 64,6% en Outre-mer, alors qu'elle est de 27% donc, au niveau national. Les principaux écarts en termes d'orientation scolaire, ils sont liés au profil des bacheliers. Les bacheliers, comme je vous l'ai dit, sont souvent issus de voies technologiques et professionnelles. En conséquence, l'université accueille un public plus hétérogène académiquement, beaucoup d'étudiants issus de voies technologiques, enfin beaucoup de bacheliers issus de voies technologiques et professionnelles qui ne sont pas armés pour entreprendre des études supérieures, ce qui donne lieu à l'issue du premier semestre à des taux de réorientation ou d'échec relativement importants. Donc les causes sont liées au contexte socio-économique plus contraint. Un grand nombre de bacheliers sont issus, plus de 50%, de familles de retraités ou sans emploi. Ça a un effet sur l'orientation, les conditions d'études. Les difficultés sont plus fortes dans les Outre-mer, les difficultés sociales, linguistiques, et l'offre de formation est moins variée, et cela influe mécaniquement sur les choix possibles. Est-ce que l'origine sociale a une influence importante sur l'orientation? Oui, je viens de le dire. Donc, dans l'enseignement supérieur ultramarin, on accueille proportionnellement davantage d'étudiants issus de milieux socialement fragiles,
L'origine sociale a pour conséquence une moindre familiarité avec les parcours post-bac, une information parfois insuffisante sur les possibilités d'orientation et des contraintes financières limitant la mobilité. Les formations dans lesquelles disponibles dans les territoires ultramarins, en Guyane, nous avons toutes les formations disponibles, sciences juridiques, économiques, lettres, sciences humaines, sciences, technologies, santé, professorat, éducation. Je pense que c'est le cas aux Antilles, à La Réunion aussi, et en Nouvelle-Calédonie. Les principales formations manquantes, formation d'ingénieurs, elles sont présentes seulement en Guadeloupe et à La Réunion. Leur poids est très faible, 0,5% de l'offre en Outre-mer contre 6,1% au niveau national. Peu de formations hors université. Certaines filières, écoles d'excellence ne sont pas implantées, comme les IEP, les ENS dans les Outre-mer. Et il existe des besoins exprimés par des acteurs économiques sur des secteurs propres, enfin spécifiques aux Outre-mer, en tout cas l'énergie, la décarbonation, l'économie bleue, l'agroalimentaire, avec une offre de formation insuffisamment développée. Le travail de coordination en lien avec les acteurs économiques et collectivités territoriales est insuffisamment construit. Donc, il n'y a pas on n'a pas recensé d'outils qui permettent d'assurer cette coordination. La Cour des comptes le souligne également. Il n'y a pas de stratégie nationale outre-mer ainsi qu'une feuille de route qui permettrait d'élaborer entre les différentes parties, collectivités, monde socio-économique et enseignement supérieur, un plan de formation qui répondrait tant aux attentes des étudiants qu'aux besoins du territoire. Il y a une nécessité de cohérence territoriale. Au niveau de l'Université de Guyane, ce sont des initiatives que nous portons. Nous rencontrons régulièrement les différentes catégories socio-professionnelles. L'Ordre des avocats, la rencontre avec l'Ordre des avocats nous a incité à créer un IEJ. La rencontre avec toutes les directions des administrations publiques qui ont fait part de leurs besoins de personnel de catégorie B et A nous a incité à créer un IPAG qui ouvrira à la rentrée 2026, etc., etc. Et ce travail, pourtant, il est nécessaire car il permettrait d'éviter des angles morts qui obligent à des mobilités contraintes, donc des formations absentes. Ça permettrait de bâtir une carte en cohérence avec les besoins économiques et sociaux du territoire et ça permettrait de mieux articuler, bien sûr, l'offre locale et les besoins socio-économiques. Sur les étudiants présents dans les universités, est-ce qu'ils sont essentiellement des ultramarins? Oui, car les universités ultramarines sont d'abord des universités de proximité qui accueillent des originaires du territoire qui ont obtenu leur bac localement et qui sont bien sûr issus de milieux sociaux plus modestes. Elles jouent un rôle d'ancrage territorial très fort. Alors, il y a un phénomène d'immigration, c'est vrai, la Cour des comptes relève que 40 000 étudiants ultramarins étudient en métropole contre 60 900 dans les Outre-mer. Donc, il y a une double dynamique, une dynamique d'un flux sortant, important, et en parallèle du développement d'une offre locale qui répond à certains besoins. Donc, plusieurs facteurs structurels peuvent expliquer cette émigration, l'effet Parcoursup, on en a parlé, l'offre incomplète, absence ou rareté de certaines formations, la faible continuité licence, master, doctorat, et la recherche de prestige, bien sûr, de mobilité sociale, une stratégie publique ambivalente aussi, parce que l'État et les collectivités soutiennent à la fois le développement de l'offre locale, mais la mobilité vers la métropole. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a des facteurs sociaux. Un certain nombre d'étudiants défavorisés peuvent se laisser tenter par des choix d'orientation ou des départs extérieurs perçus comme nécessaires pour réussir. Les universités ultramarines ont des relations mitigées avec leurs voisines géographiques. Il n'y a pas vraiment d'échange à proprement dit, d'échange d'étudiants. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de difficultés à obtenir des visas, des difficultés d'adaptation et d'intégration sur le plan administratif d'étudiants, d'enseignants. Prenons le cas de la Guyane, par exemple. Pour obtenir un visa, il faut, pour un Brésilien, un étudiant, un chercheur brésilien, il doit se déplacer à Brasilia pour obtenir son visa.
Le visa est obligatoire pour l'entrée en Guyane, mais il n'est pas obligatoire pour l'entrée en France et pour l'entrée aux Antilles. Donc, nous menons des projets de recherche avec nos partenaires brésiliens, mais souvent à distance, et cela fait rarement l'objet d'échanges d'étudiants ou d'enseignants. Les freins, ils sont d'ordre administratif, juridique, d'attractivité aussi. C'est plus facile et plus intéressant pour un étudiant brésilien d'aller en France, à Paris ou à Lyon ou à Marseille plutôt que de venir en Guyane parce que malgré l'éloignement, la Guyane, ce n'est pas si attractif que ça. Et puis le coût est relativement élevé. Le coût de vie en Guyane est beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone. Il n'y a pas de pilotage organisé entre les services de l'État et les administrations déconcentrées pour favoriser les partenariats avec les universités de la grande région. Et enfin, pour terminer, oui, il faut imaginer des Erasmus régionaux pour les régions ultra-périphériques pour corriger le faible taux de mobilité à l'international, pour renforcer l'intégration régionale, Amazonie, Caraïbes, Océan Indien, Pacifique, pour contribuer aussi à l'attractivité académique. Cela permettrait de renforcer la valorisation géostratégique des Outre-mer et de soutenir le développement territorial. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces propos liminaires et je vais maintenant laisser la parole à Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour vos présentations très claires, pour lesquelles je n'aurai pas beaucoup de questions puisque vous avez répondu en grande partie au questionnaire qui vous a été transmis et aux interrogations qui me sont venues à l'écoute de vos propos. J'ai juste une première question pour vous, Monsieur Albou, qui concerne, vous avez parlé du manque d'ambition. J'aimerais que vous précisiez manque d'ambition pour qui et en quel, juste que vous puissiez le préciser. Pour qui, envers qui et dans quel contexte. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur le dispositif Parcoursup. Monsieur Linguet, vous l'avez un peu plus développé dans vos propos. Mais pour vous, Monsieur Albou, est-ce que vous considérez que c'est un support adapté ? Est-ce que le fait qu'ils mettent en compétitivité immédiate tous les élèves du pays, à la fois ultramarins et hexagonaux, et j'ai envie d'aller jusqu'aux Français de l'étranger, est-ce que pour vous c'est un facteur à réduire des inégalités ou au contraire à les aggraver ? J'ai regardé pour Mayotte, 76% des jeunes Mahorais formulent un vœu pour quitter leur territoire, sachant que sur ce territoire, précisément, 77% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. On sait tous ici autour de cette table combien la vie chère impacte gravement nos territoires et encore plus la question de la mobilité. Donc j'aurais aimé avoir votre analyse à ce sujet. Et Monsieur Linguet, vous êtes allé dans le détail sur votre avis sur le dispositif Parcoursup et vous avez évoqué la fuite en fait des meilleurs bacheliers qui, du fait de la plateforme, justement, leur permettent d'accéder à des formations, en tout cas d'être acceptés dans des formations dans l'Hexagone. J'ai regardé les chiffres pour la Guyane. 28% des candidats quittent la Guyane. 28% de ceux qui ont obtenu la mention assez bien ou pas du tout de mention quittent le territoire. Et 46% de ceux qui ont obtenu la mention bien et très bien quittent la Guyane. Donc, si on cumule les deux, effectivement, ça fait un fort pourcentage de jeunes qui partent. Cette mobilité, elle coûte. Est-ce que, le facteur financier intervient dans ce choix de la mobilité ? Parce qu'on le voit bien, il y a une sélection qui se fait, bien sûr, mais est-ce que cette sélection, elle se fait également par le biais financier ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont seulement les familles qui peuvent y prétendre qui y vont, ou est-ce qu'il y a des aides à la mobilité qui existent sur le territoire ? Il y a la DOM, bien entendu, mais on sait qu'elle est insuffisante. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui viennent permettre à ces jeunes capables d'accéder à ces formations
qu'ils veulent. Et après, il y a encore la question du retour au pays, mais là, on est encore sur un autre sujet. Moi, je voulais juste avoir déjà votre avis là-dessus. Et je vous remercie d'avoir insisté sur la nécessité de renforcer la mobilité régionale, parce que quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que la Guyane est connectée un peu plus à l'Hexagone et pas assez à ses partenaires régionaux, alors que c'est là aussi qu'on peut créer de la richesse pour aller vers un développement mieux intégré d'un territoire. Merci. Monsieur, je vous laisse répondre à cette série de questions. Et après, nous passerons aux questions des commissaires. Merci. Oui, j'avais prévu de répondre plus en détail, effectivement, aux questions 3, 4, etc., y compris sur les langues régionales et y compris sur l'orientation, Madame la rapporteure. Donc, ne vous inquiétez pas. Mon avis sur Parcoursup. Moi, je rejoins ce qu'a dit notre collègue président sur le fait que je pense que sur ces territoires, en tout cas sur Mayotte, que je connais bien, et ça fait partie, entre guillemets, du rattrapage, il faut développer des offres de qualité d'enseignement supérieur pour que nos jeunes ne soient pas obligés de quitter le territoire pour aller suivre justement ces formations de qualité. Je ne pense pas qu'on aura des ENS, des écoles polytechniques dans tous les départements. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce soit souhaitable. Mais si je peux formuler un regret, parce que ceux qui me connaissent ici savent que j'ai beaucoup poussé, c'est par exemple que l'université que nous étions en train de créer n'ait pas voulu, on peut le dire comme ça, ouvrir des sections d'IUT. Donc maintenant débutent à l'époque des DUT, sont des très très belles formations post-bac qui d'ailleurs permettent des poursuites d'études parfois au niveau ingénieur ou dans des grandes écoles. On avait une fenêtre, on ne l'a pas prise. On a fait d'autres choses, on a ouvert des classes préparatoires aux grandes écoles, on a développé la formation universitaire, on a y compris des LAS, donc des licences d'accès aux études de santé avec des résultats en ce sens. Mais je pense, comme notre collègue, qu'il faut qu'on développe évidemment les formations d'enseignement supérieur sur ces territoires, qu'on les développe aussi en phase avec le milieu économique et les besoins du territoire. C'est ce que j'ai dit, et c'est là où on doit avoir une approche systémique. Et vous avez raison, il faut aussi qu'on travaille avec les pays, avec les territoires voisins. Alors, ce qu'a fait parfaitement l'université de Mayotte, qui a lié un certain nombre de partenariats avec les universités alentours, ça crée aussi de la mobilité, ça attire aussi un certain nombre d'étudiants. On peut quand même le dire, à Mayotte, dans un bassin où Mayotte est pauvre par rapport au reste du territoire français. Elle est plutôt, on va dire, un phare dans un ensemble qui est quand même compliqué si on pense aux voisins comoriens, aux voisins du Mozambique, aux voisins... Bon. Pourquoi le manque d'ambition, vous me demandiez? Alors, d'abord, Parcoursup. Alors là, pour le coup, je n'ai pas la même lecture. Je ne suis personnellement, et même philosophiquement, pas favorable à ce qu'on maintienne, entre guillemets, de force, les meilleurs étudiants sur un territoire. Si la formation n'existe pas, il faut la créer. Mais si un étudiant veut justement suivre une formation à l'extérieur, on doit l'aider. Et je pense que justement, moi, je me réjouis que Parcoursup ait donné de l'ambition à ces jeunes qui n'en avaient pas, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas connaissance de ces possibilités qui s'ouvraient à eux. Et moi, je me réjouis vraiment d'avoir des jeunes Mahorais qui ont fait toute leur scolarité à Mayotte et qui aujourd'hui suivent des études dans les meilleures écoles de France.
Il se trouve que pour beaucoup, elles sont dans l'Hexagone, mais je m'en réjouis. Et donc ça fait partie de l'ambition. J'ai essayé de retrouver quelques chiffres, et évidemment, je pourrais vous les donner. Vous me demandiez le manque d'ambition. Donc évidemment, j'ai les chiffres de la période, les derniers chiffres de la période dans laquelle j'étais. Le ministère vous donnera les chiffres les plus récents. En terminale à Mayotte, 52% des élèves aller vers les formations de type BTS. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des formations que nous ouvrions justement sur place. À titre de comparaison, sur le territoire national, le chiffre c'était à l'époque 19%. Donc il y a une surreprésentation d'étudiants dans ces filières qui sont des filières courtes, de techniciens supérieurs, mais plus courtes. Et réciproquement, si je regarde sur le territoire les chiffres nationaux, on a à peu près 10% d'élèves qui intègrent directement des écoles de commerce ou d'art, et à peu près aussi 10% d'élèves qui intègrent des BUT maintenant. Et là, pour le coup, c'est moitié moins d'élèves mahorais, 5% qui intégraient des BUT, forcément en dehors de Mayotte, et à peu près 3% qui intégraient directement des écoles de type INSA. Ces écoles n'existant pas, évidemment, ils sont allés les chercher ailleurs, mais moi je me réjouis qu'ils soient allés les chercher ailleurs. Maintenant, on avait à l'époque regardé la dynamique, avec une dynamique qui était plutôt, on va dire, alors de notre point de vue, et vous pourrez le contester, favorable, avec de plus en plus d'élèves justement qui allaient vers ces écoles, vers ces BUT, et donc à accéder à ces sélections, à ces formations et ces formations sélectives, ce qui veut dire aussi que le niveau de compétences de nos jeunes mahorais était reconnu aussi par ces grandes écoles, parce que rien ne leur imposait de nous les prendre. Et en parallèle, ce que l'on voit aussi, c'est une évolution plutôt croissante aussi d'orientation vers les licences, mais là aussi parce que nous avons développé l'offre de licence sur Mayotte. Alors, je ne vais pas développer, mais au-delà, évidemment, des formations des enseignants, il y avait à l'époque, je pense que ça n'a pas beaucoup bougé, des formations en droit, des formations en lettres, des formations en sciences. Et comme je dis, il manque certainement le volet technique, et derrière, il manquera aussi le volet ingénierie. Oui. Monsieur Linguet n'a pas répondu. Monsieur Linguet, Oui. vous avez la parole, Monsieur Linguet, pour Oui. répondre aux questions. Merci. Est-ce qu'il existe... Eh bien, merci. S'il existe un dispositif complémentaire de financement des étudiants qui souhaitent quitter le territoire, oui. La collectivité territoriale de Guyane finance des aides à la mobilité. En 2024-2025, elle a consacré un budget de 4,2 millions pour 3 300 demandes d'aide. Donc, alors, dans ces demandes, il y a des demandes faites par des étudiants qui suivent leur scolarité à l'Université de Guyane, mais en grande majorité, ces demandes sont faites par des étudiants qui poursuivent leurs études dans l'Hexagone. Et puis, bien sûr, il y a les bourses du Crous, naturellement, pour les étudiants. Donc, il y a l'aide de la DOM, l'aide des Crous et l'aide de la collectivité territoriale. Et j'ajoute évidemment que la collectivité de Mayotte aide aussi, et aidait à l'époque aussi à la mobilité, en plus de la DOM. Rapporteur, d'autres questions? Non. Pas de questions, merci. Messieurs les commissaires? Oui, bien sûr, ils ont... Alors, qui veut commencer? Allez, ministre. Personne n'a levé le doigt, donc Donc on va commencer par Monsieur Omar Wali, si vous voulez bien. Voilà, on va prendre par le bout de la table et on va revenir. Merci. Merci, Madame la Présidente, chers collègues.
Monsieur Albo, c'est vrai que vous avez travaillé longtemps à Mayotte, mais on a parlé des sujets, bien sûr, qui ne fâchent pas. Mais les vrais sujets sur Mayotte sont autres. Si vous voulez, c'est vrai que nous avons la pauvreté, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école à Mayotte. Les statistiques sont là. Et certains qui peuvent aller à l'école, malheureusement, arrivés en terminale, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas de papier. Et ils restent en Mayotte. Et évidemment, ça nous pose des problèmes parce que ce sont des enfants nés à Mayotte qui ont fait toute leur scolarité à Mayotte et qui ne peuvent pas partir. La problématique de Mayotte, c'est vrai qu'on est confronté plutôt depuis des années par manque de salles de classe, d'enseignants. Mayotte affiche aujourd'hui les pires résultats scolaires de France. L'enseignement est souvent mal adapté et que les élèves, beaucoup d'élèves justement, ont comme seconde langue le français. C'est un vrai sujet. Donc nous avons bien sûr, et c'est la CRC qui le dit, on a tous lu le rapport de la Chambre régionale des comptes qui souligne le manque de place dans les écoles primaires, l'absence de cantine et de l'activité périscolaire, aussi des pratiques discriminatoires au moment de l'inscription des enfants à l'école. Ça, il faut le reconnaître, alors que le 7 août 1990, notre pays, la France, a ratifié la Convention internationale de droits de l'enfant. Or, à Mayotte, beaucoup d'enfants, et on peut aujourd'hui les quantifier, plus de 10 000 enfants, soit 9%, voire 10% de ces enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. Donc, évidemment, le problème de scolarité à Mayotte, ce qu'on appelle la chance, comment on appelle ça, la chance qui nous est donnée à ces enfants ici à Métropole n'est pas la même à Mayotte. Beaucoup d'enfants vont à l'école. Ils se lèvent à 3 heures du matin parce qu'ils doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres sans manger. Et quand ils arrivent à l'école, il n'y a pas de cantine. Donc s'il y a une égalité de chance, l'égalité de chance à Mayotte, ce sont des moindres. Donc évidemment, on dit que souvent c'est l'immigration clandestine qui fait qu'il n'y a pas de salle de classe et qu'il y a des rotations scolaires. Moi, je suis issu des rotations scolaires avec mon âge très avancé. Il n'y avait pas d'immigration à l'époque. Et je suis issu, moi je ne sais pas comment j'ai fait pour être là, pour être à l'école, pour avoir réussi, mais j'allais à l'école le matin jusqu'à midi et une salle de classe venait. Et ça fait des années. Et c'est le même système et ça s'empire de plus en plus. Aujourd'hui, on a besoin de combien? De 1200 classes pour pouvoir scolariser nos gamins. Et des classes où il n'y a pas de cantine, où il n'y a pas, le périscolaire n'existe pas. Et on a inventé à Mayotte ce qu'on appelle les classes itinérantes. Les classes itinérantes, c'est-à-dire consistent à disposer de cours dans les locaux en dehors de l'enceinte scolaire pour une prise en charge théorique de seulement 10 heures par semaine. C'est-à-dire que ce sont les enfants de l'école maternelle. À chaque fois, quand on a des enfants, parce que l'inscription, ils sont tellement nombreux, eh bien, on essaye d'inventer, de mettre en place des systèmes pour qu'on puisse au moins les occuper. Si on va plus loin, l'échec scolaire à Mayotte est effarant. Moi-même, j'étais enseignant. J'ai enseigné et l'échec scolaire est incroyable parce que des enfants de terminale maîtrisent à peine à écrire le français et à le lire. Ce qui fait que beaucoup de nos enfants, quand ils viennent ici, eh bien, ils ont des difficultés incroyables au niveau scolaire. Il y a des échecs incroyables des Mahorais quand ils viennent ici.
Et évidemment, on voit Lille. Aujourd'hui, on n'a pas... Qu'est-ce qu'on nous reproche à chaque fois? À Mayotte, il n'y a pas d'ingénierie pour les projets. Il n'y a personne. Il faut faire venir les gens de l'extérieur pour venir. Donc, si vous voulez, moi, je suis très peiné de mon île de voir que plus le temps passe, plus on s'enfonce parce que beaucoup d'enfants, soit on leur donne de l'espoir parce qu'ils vont à l'école, jusqu'en terminale, ils ont leur bac et on leur dit c'est terminé, vous restez à Mayotte, vous ne pouvez pas partir. Soit ils ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils n'ont pas non plus les papiers. Et qu'est-ce que quand on sème le vent, on récolte la tempête, on voit la violence à Mayotte aujourd'hui des enfants que eux, ils ont essayé de faire le nécessaire, de réussir, excusez-moi parce que c'est le cœur qui parle. Et malheureusement, au bout d'un moment, ils ont leur bac avec mention. On leur dit, écoutez, on ne s'occupe plus de vous, vous restez à Mayotte. Voilà la réalité. Vous voulez que je réponde, Madame la Présidente? Juste une petite réponse d'abord pour partager ce que vient de dire Seyd Omar Ouali, monsieur le sénateur, sur la question justement de la territorialisation des titres de séjour et ce qui empêche un certain nombre d'élèves qui justement pourraient poursuivre leurs études sur l'Hexagone ou à La Réunion et qui sont empêchés, vous le savez, de beaucoup travailler pour faire avancer ce sujet. Qui est un sujet éminemment politique, que je ne vais pas commenter ici, mais vous savez que le recteur a toujours été très allant sur ce sujet et tous les services du rectorat aussi pour faciliter cette poursuite d'études. Donc c'est un point, monsieur le sénateur, qu'on partage complètement. Sur le bâti scolaire, je savais bien qu'on allait y revenir, donc j'avais gardé évidemment ce point. Je pense que les sénateurs et sénatrices ici connaissent la spécificité de Mayotte. Quand je disais qu'au niveau des institutions, on n'était pas complètement phasé avec le reste du territoire français, c'est que la décentralisation n'est pas allée au bout, ou en tout cas n'a pas été mise en place sur les constructions scolaires du second degré. Et j'ai envie de dire, et j'assumerai de le dire, tant mieux, car dans les élèves aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui dont vous parlez qui sont hors les murs, on ne parle pas de la tranche d'âge qui peut aller en collège, puisque j'invite d'ailleurs les uns et les autres à aller voir les collèges. Alors, ils ne sont pas tous magnifiques, mais nous construisons et l'État construit plutôt bien. Et d'ailleurs, parfois, doit se battre, allez, je ne veux pas dire contre, mais en face des collectivités pour construire plus et plus vite et disposer de terrain. Ça a été un combat amical, mais sur lequel nous avons de temps en temps eu quelques échanges avec les uns et les autres pour trouver des terrains et construire rapidement des collèges pour justement désengorger ces collèges. Monsieur le sénateur, vous en savez quelque chose, notamment sur un certain nombre de projets sur Petite Terre, mais il y a eu d'autres projets sur Mamoudzou. Donc l'État a été très très volontaire. Et vraiment, je vous invite à aller voir les dernières constructions. Vous pouvez aller voir le collège de Bouéni, qui est le dernier, je crois, qui est sorti de terre, ou le lycée de Longoni qui se construit. Ce sont plutôt des bâtiments de grande qualité, de taille moyenne pour les derniers qui se font. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est justement d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, c'est de travailler, on l'a bien fait, in fine, avec l'ensemble des collectivités. Et en même temps que nous menons l'ensemble de ces constructions, collèges et lycées, et le sénateur Omar Ouali le rappelait, l'État construit des cuisines centrales, des cantines, des équipements sportifs et des internats. Et donc ça, on le fait partout. Vous pouvez aller voir sur Kawini, parce que je suis encore ce qui s'y passe. Et là aussi, ce sont des belles réussites. Le problème que vous évoquez, c'est le premier degré. Vous avez raison.
C'est un vrai crève-cœur pour le recteur et je pense pour tout le monde. Les constructions n'avancent pas assez vite sur le premier degré. On a porté un certain nombre de projets, notamment de partenariats avec les communes et d'appui à l'ingénierie pour ces communes pour que les constructions aillent plus vite. Je dois dire qu'ici et là, on a eu des réticences. Certainement pas sur la petite terre, monsieur le sénateur, mais dans d'autres endroits, pour accélérer les constructions, et vous le savez bien. Et donc, dans les 10 000 élèves, qui aujourd'hui, justement, devraient être dans les écoles qui n'y sont pas, Madame la Présidente, j'apporte des précisions, sont essentiellement des élèves qui devraient être en maternelle, puisque la loi pour l'école de la confiance du ministre Jean-Michel Blanquer impose maintenant cette scolarisation. Et d'ailleurs, à Mayotte, heureusement, parce qu'il n'y a pas de système alternatif de garde dans les crèches, donc, en tout cas, c'est très peu développé. Et donc, l'essentiel de ces 10 000 élèves non scolarisés, aujourd'hui, ce sont des élèves, on va dire, en dessous de 6 ans, avec aussi quelques nouveaux arrivants qui... de temps en temps aussi tarde à trouver une place parce que, vous le savez, dans le processus d'arrivée à Mayotte, il faut aussi qu'on détecte à la fois leur âge et leur niveau avant de les mettre dans une classe qui pourrait être adaptée à leur niveau. Mais l'essentiel, ce sont des élèves de maternelle, et vous avez raison de le rappeler. Des élèves qui ne vont pas à l'école en maternelle, ce sont des élèves qui, après, vont être handicapés sur leur poursuite d'études, leur poursuite de scolarité. Et croyez bien que ce sera, j'imagine, un point que regarderont très attentivement les prochains recteurs pour être sûr que ce que nous avons mis en place dans l'accompagnement des collectivités soit effectif et que les constructions puissent enfin sortir de terre. Merci. Donc nous allons, Monsieur le Ministre, rester à Mayotte quand même. Voilà. Oui, même si le développement de Monsieur le recteur ont été exhaustifs, il y a quand même des choses à dire. Il faut rappeler qu'à Mayotte, nous venons de loin. Je rappelle que l'école n'est obligatoire que depuis 1992 à Mayotte. Et effectivement, nous sommes des enfants du système de rotation. Nous sommes même des enfants du concours pour accéder au collège. C'était la façon de sélectionner les élèves. Nous passions un concours, pas un examen, un concours. Il fallait avoir plus que la moyenne pour passer. Donc nous venons de loin. Il y a des choses qui se font, mais ces réalisations ne sont pas visibles ou sont insuffisamment visibles parce que il y a des choses qui vont plus vite que ces réalisations. Et à commencer par l'évolution institutionnelle, nous avons connu des choses qui ont mis des décennies, des siècles ailleurs en quelques années. Je rappelle la décentralisation. La décentralisation, c'était au moment où mon collègue sénateur était président du Conseil général, 2004-2005. C'est tout récent. Avant ça, c'était le préfet qui était l'exécutif de toutes les collectivités de Mayotte. Je rappelle la départementalisation, la fiscalité est en cours. Et puis, moi, je suis désolé, là j'aurais une lecture différente de mon collègue. On ne peut pas nier l'impact de l'immigration qui vient tout percuter, à telle enseigne que la plupart des maires, si ce n'est pas tous les maires, demandent qu'on arrête, qu'on freine les constructions scolaires, parce que ça fait un appel d'air. Chaque rentrée, vous avez ce qu'on appelle les quassas scolaires, c'est-à-dire des milliers de gamins en plus de ceux qui avaient été prévus dans les programmes de scolarisation. Donc évidemment que l'immigration impacte plus que brutalement toutes ces choses-là. Donc je voulais quand même rappeler cet élément de contexte et notre commission d'enquête est là pour, nonobstant tous ces éléments, voir comment on sort de ces impasses, on sort de ces cercles vicieux. Et monsieur le recteur, je vais revenir sur 2 points. Vous avez parlé des langues régionales. Et ici, je m'adresse au seul haut fonctionnaire que je connais qui parlait shimaoré, qui faisait l'effort, en tout cas, de parler shimaoré.
Et ça, c'est un signe de respect. J'ai eu l'occasion de le dire et de le rappeler. Les langues régionales sont une richesse. Et ce qui se passe à Mayotte, elles sont devenues une faiblesse. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer de cette faiblesse à la richesse naturelle de nos langues régionales? Il n'y a pas longtemps, je m'étais rendu au Kenya, où au bout de quelques heures, j'échangeais avec mes homologues kenyans en swahili. Le shimaoré est dérivé très proche du swahili. Pareil pour Madagascar. Donc, la question n'est-elle pas un besoin de structuration de ces langues régionales, comme on le fait ici, pour que cette richesse puisse être perçue telle qu'elle, et non pas comme une faiblesse? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, justement, par rapport à la mise en place de tous ces chantiers, parce que plus qu'ailleurs, à Mayotte, il faut parler de chantier. Et il y a un tel turnover, je vais parler en francophonie, il y a un tel turnover des fonctionnaires dans nos îles et à Mayotte en particulier. Alors, il y en a, on a tellement hâte qu'ils s'en aillent, ils ne partent pas suffisamment tôt. Et il y en a, comme monsieur Albou, on a l'impression que c'est passé trop vite. Et est-ce que ce n'est pas un problème dans la mesure où les personnes, je ne dirais pas un nom, même pas des initiales. Moi, j'ai pas prêté serment. Non, redevenons sérieux. Est-ce que ce n'est pas un problème majeur dans la mesure où des actions structurelles, moi, quand j'en discutais avec M. Albou, je parlais de fondations qui étaient en train d'être mises, des racines qui étaient en train d'être plantées. Est-ce que ce n'est pas, et je ne veux pas que ma question vous gêne, est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on voit que des femmes et des hommes sont en train de faire les choses comme il le faut, comme il le faudrait, eh bien on apprend quasiment le lendemain qu'ils doivent partir. Est-ce que, ça c'est une question que je pose dans le cadre de nos conclusions, de la conclusion de Madame la rapporteure, il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Vous parliez d'adaptation, vous parliez de différenciation. Est-ce que voilà, cette règle qui est plus ou moins respectée, mais au bout de 2 ans ou avant, on voit déjà les fonctionnaires qui partent alors qu'ils ont à peine commencé à mettre en place des choses. Voilà, merci. Monsieur Albou. Et Madame la Présidente, alors d'abord, merci, hein, je rougis, mais je voulais quand même témoigner que, comme recteur, j'ai eu d'abord la chance, comme je l'ai dit, d'avoir en face de moi des élus de tous bords, avec lesquels c'était très agréable de travailler, et de signaler aussi qu'au-delà du recteur, c'est toutes les équipes que j'ai pu voir qui étaient fortement engagées. Vous le savez les uns et les autres, avec des chefs d'établissement vraiment fantastiques, des enseignants fantastiques, des inspecteurs fantastiques. Et c'est aussi ça qui fait quand même la force de l'éducation nationale et qui fait aussi que ce territoire souvent tient. Juste quelques précisions et qui, je vais partir par la fin sur la question justement de la stabilité. On a parlé du sous-investissement, ou plutôt de rattraper un retard. On vient de le dire, aujourd'hui, si on a un retard, c'est parce qu'il y a eu un retard institutionnel. Je le disais, départementalisation tardive et structure de l'éducation nationale obligatoire tardif. Donc on court après ce retard. Et je n'oublie pas quand même la question des migrations qui, quand même, est à prendre en compte. Qui dit rattrapage avec ces retards institutionnels, quand on part de... il y avait combien de classes en collège dans les années 70? Peut-être 2. Il doit y avoir 50 élèves par... voilà, au collège. Voilà, donc maintenant, on est sur des
on est sur des milliers d'élèves qui sont, donc, si on compte rien qu'à niveau de classe. Évidemment, passer de quelques dizaines à quelques milliers, ça nécessite une structuration. On a dit des bâtiments, mais aussi, effectivement, des recrutements. Et quand je dis qu'il faut avoir, pour ces territoires aussi, une vision systémique, je mets 3 alertes. La première, c'est que on ne peut pas partir du principe que à Mayotte, tous ceux qui vont venir enseigner viennent de l'extérieur, ça a été dit. Et c'est pour ça aussi qu'il faut miser sur la jeunesse, miser sur les habitants du territoire, les former, faire de la formation initiale, faire de la formation continue. Ça a été la priorité initiale et c'est ce qu'il faut continuer. La jeunesse aujourd'hui, c'est la force du territoire pour demain et c'est elle qu'il faut former justement pour devenir enseignant. La former. Deuxièmement, pourquoi aussi on ne peut pas toujours dire qu'il nous faut des moyens supplémentaires et finalement attirer des extérieurs? Parce que, évidemment, à chaque fois que vous faites venir des fonctionnaires, il faut les loger. Quand je suis parti, nous avons obtenu 350 créations de postes de fonctionnaires. Vous imaginez pour ce territoire, 350 créations de postes de fonctionnaires. L'année d'avant, c'était à peu près la même chose. À chaque fois que nous recrutons des fonctionnaires, il faut les loger sur un territoire très densément peuplé. Et on le disait, la question de l'immobilier, c'est une grosse question. Donc, tout ceci s'anticipe et tout ceci doit se penser de manière systémique à nouveau, d'où aussi l'impératif de travailler avec les forces locales. Et le troisième point, au-delà justement de ces questions de stabilité qu'évoquait le sénateur Tani, c'est là aussi pour dire qu'il faut faire système. C'est que oui, l'éducation nationale a beaucoup recruté. Tant mieux. Peut-être pas assez pour rattraper les retards, mais aujourd'hui, on est sur des taux d'encadrement, on va dire, qui ont à peu près convergé à rattraper les taux d'encadrement métropolitains. Sur le premier degré, c'est vrai, mais évidemment, puisque tout le territoire est en éducation prioritaire, donc nous avons des taux d'encadrement tout à fait similaires à ceux qu'on peut voir dans l'Hexagone et en France. Sur le second degré, on a un peu plus à rattraper, on a expliqué pourquoi, mais avec un nombre d'élèves par classe qui est, on va dire, assez comparable. On a peut-être 2 élèves par classe en moyenne de plus que sur le reste du territoire français en moyenne. Une fois qu'on a dit ça, moi je dis aussi que je mets un point d'alerte. Si on veut que le territoire se développe, tous les jeunes talents ne peuvent pas devenir des enseignants. Et c'est aussi quelque chose qu'on nous a reproché. Je le dis, je partage mon expérience. Le monde économique aujourd'hui, en tout cas quand je suis parti, me disait, nous, on ne peut pas embaucher un jeune qualifié parce que vous nous le prenez tout le temps. Vous nous le prenez tout de suite. Un jeune qui a un niveau d'études élevé, eh bien, vu les conditions de rémunération, vu la stabilité de l'emploi, il préférera être enseignant. Je ne dis pas tout le temps, mais dans un territoire qui a besoin de se développer, on doit réfléchir aussi globalement et on a besoin aussi de veiller à ça. C'est pas évidemment. Alors l'éducation nationale va toujours vouloir recruter les meilleurs et c'est ce qu'elle fait, mais il faut aussi penser économie globale sur le territoire et penser aussi qu'on va avoir besoin d'autres compétences ailleurs. Je le dis sur les questions indemnitaires, sur les questions de salaire, sur les questions justement de primes et d'attractivité et qu'il ne faut pas non plus handicaper le développement économique du territoire. Et ça joue aussi sur le turnover et ça contribue aussi à garder une forme de stabilité sur le territoire. Sur les langues régionales, vous avez raison. Alors d'abord, j'ai malheureusement un peu oublié mon shimaoré. Deuxièmement, le recteur, comme tout haut fonctionnaire, s'exprime en français. Hein. Évidemment, je préfère le dire dans cette enceinte. Mais pourquoi c'est important, je pense, d'abord pour un fonctionnaire, qui soit haut fonctionnaire ou fonctionnaire dans un établissement, d'apprendre la langue. D'abord parce qu'à travers la langue, on apprend la culture. Et surtout, quand on est enseignant,
apprendre la langue, c'est aussi apprendre les difficultés de ceux qui doivent apprendre notre langue, qui est la langue de la République. Le shimaoré, en l'occurrence, est une langue d'origine bantoue, avec un système de classe nominale. Donc, on va dire, donc on n'a pas le masculin et le féminin. On a, alors je me souviens plus si on a 6 ou 7 classes nominales, mais donc chacune se conjuguant ou s'accordant différemment, et avec des accords ou des qui se font par le début, et donc la racine est plutôt à la fin. Donc, une fois qu'on a compris ce mécanisme, parfois, d'ailleurs, ceux qui parlent shimaoré, on parle sans en avoir appris la grammaire, mais c'est très important pour nos enseignants de pouvoir faire justement des liens entre la manière d'accorder, la manière de conjuguer dans la langue vernaculaire, et de pouvoir ensuite faire des liens avec justement la manière de conjuguer et d'accorder dans la langue de la République. Ça, c'est le premier point, et d'ailleurs, c'est ce qui est fait à l'Université de Mayotte, dans la formation des enseignants, et c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, en lien avec l'Université de La Réunion, pour justement sensibiliser nos enseignants, nos futurs enseignants. Deuxième point, je pourrais dire le premier dans l'ordre chronologique, et c'est là-dessus aussi qu'on a travaillé sur les langues régionales, c'est dans les petites classes. Donc, nous avons quand même développé les maternelles. Je disais qu'on n'en a pas assez, que dans les 10 000 élèves qui ne sont pas scolarisés, la plupart sont en maternelle. On a quand même, alors en petite section, quand je suis parti, que la moitié d'une classe d'âge qui était scolarisée en petite section. Et puis, petit à petit, on arrivait à 100% ou 95% d'élèves qui étaient scolarisés en CP, 90% en grande section. Et donc, pour ces petites classes, important d'avoir un accueil dans la langue maternelle. Et donc là aussi, de travailler avec les ATSEM, de travailler avec les professeurs des écoles, pour avoir un accueil bienveillant, pour que l'école, elle soit aussi en continuité avec ce qu'on vit en famille, et qu'il n'y ait pas un choc, et aussi pour des élèves et pour des familles, justement à ce petit âge, quelque chose qui puisse rebuter et faire... donc on doit mettre le jeune en confiance. Et puis le troisième étage, donc le deuxième j'en ai parlé, c'est de faire des liens entre les deux langues, et le troisième étage, c'est aussi de ne pas faire avec les langues de Mayotte ce qu'on a pu faire, et notre collègue pourra peut-être en dire des mots, avec d'autres langues sur d'autres territoires, c'est-à-dire de les oublier et qu'elles deviennent à la fin des langues mortes. Donc c'est le travail que nous avons entamé avec le conseil départemental. Donc il y a tout un travail de formalisation, tout un travail aussi d'accompagnement avec un tissu associatif qu'on a essayé de développer pour que cette langue, ou en tout cas ces deux langues, puisqu'il y a deux langues, au moins deux, peut-être d'autres, shimaoré et kibushi, reconnues sur Mayotte, pour qu'elles se formalisent, elles se structurent, et peut-être, et c'était notre volonté, que demain on ait des enseignements en langue régionale dans ces langues-là, qu'on puisse les prendre en option comme on le fait dans d'autres territoires. L'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est faire de ces langues finalement une langue de défiance vis-à-vis de la République, comme on peut le voir ailleurs. Je pense que les Mahorais sont très attachés à la République et à être français, donc ça ne les guette pas. Mais justement, pour qu'on ne tombe pas dans ces travers, et qu'on voit parfois dans des territoires ou dans des minorités sur des territoires, c'est justement que ces langues-là, elles soient bien reconnues, et bien reconnues dès le départ pour ce qu'elles sont, des langues vivantes, riches, qui apprennent beaucoup sur la culture. Et j'espère que ça aussi, ça continuera. Merci. Monsieur Grosvalet, je crois que vous aviez une question. Merci. J'avoue ma perplexité. Nous évoquions ce matin, après avoir auditionné la défenseur des droits, que certains territoires français pouvaient s'apparenter à ce que les uns ou les autres nous avons pu connaître ailleurs dans le monde, dans le cadre de politique de coopération. Et j'ai le souvenir moi-même d'être allé au Bénin et d'avoir un jour interrogé un proviseur à qui je demandais quel serait pour lui le soutien le plus important. Il me disait un repas par jour pour les enfants leur permettrait de venir à l'école. Et en entendant parfois nos collègues de Mayotte, j'ai le sentiment qu'on n'en est pas très loin, mais en vous écoutant
et c'est votre rôle et votre devoir même, évidemment, c'est de veiller au principe d'égalité. Alors revenons sur un point particulier qui semble poser question. Le défenseur des droits à Mayotte nous évaluait ce matin à 12 000 enfants non scolarisés, un besoin de 800 classes. Bon, les chiffres doivent être, mais ils sont suffisamment parlants. Et la loi, et vous, dans le cadre de vos fonctions de recteur, vous obligez aux mêmes règles pour tous les enfants, quel que soit leur statut, pour peu qu'ils résident sur le territoire français, et leur statut d'immigration, lié à l'immigration, fût-elle irrégulière, vous donne les mêmes obligations. Et vous en avez parlé assez peu. Et notre collègue évoquait évidemment le poids croissant de cette immigration qu'il faut évidemment prendre en compte. Mais comment, comme recteur, vous avez veillé à cette égalité qui est de droit dans notre République? C'est très facile. Pour le recteur comme pour les enseignants, il n'y a que des enfants. Voilà. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a que des enfants et ils ont tous les mêmes droits. Donc nous n'avons jamais regardé. Après, évidemment, il revient au maire de recenser les élèves sur leur territoire. Et nous n'avons jamais fait de distinction entre un enfant et un autre enfant en fonction de l'origine de ses parents. Voilà. Est-ce que l'on a des chiffres plus précis, je précise ma question, sur ces 10 000 ou 12 000 enfants non scolarisés? Et Stéphane Hessel a écrit un petit ouvrage qui disait « Indignez-vous ». C'est ce qui pourrait nous animer quand on entend des chiffres de cette nature, de la part des enfants qui viendraient de l'immigration ou pas, et qu'est-ce qui explique qu'ils ne soient pas scolarisés, au-delà des problèmes bâtimentaires? Je vous le redis, le principal problème, c'est un problème bâtimentaire. Sur le second degré, où nous avions complètement la main, le seul traitement particulier, et d'ailleurs qui est le même sur le reste du territoire national, c'est le traitement par les CASNAV pour les élèves nouveaux entrants allophones, et donc qui passaient toujours par nos services, le temps qu'on évalue leur niveau, l'âge théorique de scolarisation, et qui était ensuite réinjecté dans le système. Donc il n'y a pas eu entre guillemets, de tri, puisque certains le disent, sur ces élèves en âge d'être scolarisés dans le second degré. Pour le premier degré, je ne peux pas répondre sur ce que font tel ou tel maire dans leur travail de recensement, puisque c'est eux qui, justement, recensent les élèves pouvant être scolarisés, ce qui, d'ailleurs, nous pose des problèmes, comme je l'ai dit, sur les âges d'entrée en maternelle, où, quand on met en face les chiffres de la natalité et le nombre d'élèves que nous avons en petite section, on voit qu'on en perd la moitié. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement... alors, à l'époque, ça a certainement bougé, une moitié d'élèves qui n'étaient pas scolarisés en petite section. Je dis de mémoire, mais je peux vous retrouver les chiffres. Certainement, aux alentours de 25% qui n'étaient pas scolarisés en moyenne section, et le chiffre descendait très vite. À partir de la grande section, on devait être seulement à 10%, et ensuite les élèves assez rapidement intégraient le système éducatif. Voilà. Après, sur les nouveaux entrants, le temps qu'ils soient recensés, ce temps-là peut durer quelques mois. Quand ils sont en âge d'être dans le collège, ils étaient pris en charge par nos services. Voilà. Donc, et effectivement, le choix, alors si tant est que ce soit un choix que nous avons fait, c'est de mettre le paquet sur la scolarisation à partir du CP, voire de la grande section. Et donc là, d'ouvrir un maximum de classes, vous allez le dire, au détriment des petites sections et des moyennes sections. Voilà. Mais il n'y a pas eu, en tout cas à ma connaissance,
de cas, entre guillemets, de tri pour des élèves sur des niveaux relevant de l'enseignement du second degré, autres que les élèves qui passent justement par nos dispositifs du CASNAV, et comme on le fait partout ailleurs sur le territoire. Voilà. Et effectivement, ces dispositifs peuvent, en fonction de l'âge de l'élève et en fonction de son niveau, accompagner l'élève pendant plusieurs mois, le temps qu'évidemment il entre guillemets se remette à niveau et s'habitue à un système scolaire. Pour certains, on a des élèves de 11-12 ans qui n'avaient pas connu la classe. Vous n'allez pas le mettre du jour au lendemain, ni en France hexagonale, ni en France mahoraise, dans une classe de collège s'il n'a pas connu l'école avant. Et c'est évidemment ce qu'on fait habituellement dans ces dispositifs du PE2A ou du CASNAV. Madame Petrus a une question. Merci, Madame la Présidente. Alors, ce ne sera pas une question, mais juste une observation. Je vais prendre le contre-pied de ce qu'a dit mon collègue de Mayotte tout à l'heure. Collectivité de Saint-Martin, que je représente ici, enfin, là où je suis élue en tout cas, nous avons de très beaux bâtiments. Nous avons le périscolaire, nous avons le transport scolaire. Si des efforts considérables ont été faits au niveau du premier degré, de grandes difficultés demeurent sur le second degré s'agissant de l'affectation des enseignants. Il n'est pas rare qu'au second degré, que nos enfants restent plus d'un trimestre sans prof, sans enseignement dans une matière quelconque. J'ai été de cette grande famille qu'est l'éducation nationale, donc je sais exactement ce dont je parle. Alors, j'ai envie de rebondir en disant que nous avons auditionné ce matin les défenseurs de droit et je me demande s'il ne serait pas intéressant que je demande à mes associations de parents d'élèves de les saisir, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une compétence. L'éducation, c'est une compétence régalienne de l'État et le droit à l'éducation prévaut en France. Voilà. Juste une observation, je n'ai pas de question. Madame la Présidente, si je peux répondre, la question du remplacement et de l'affectation des enseignants, c'est une vraie question. C'est une question d'ailleurs qui se pose sur tout le territoire national. Et vous avez raison, et d'ailleurs dans les points d'alerte que j'aurais pu soulever sur le recrutement, quand je dis en partant on avait obtenu 350 postes, c'est qu'après il faut les pourvoir, et que même si vous les avez pourvus, il faut aussi s'assurer qu'on aura des remplaçants. Alors, je ne dis pas que c'est plus facile dans le premier degré, mais un prof des écoles dans une brigade de remplacement peut aller remplacer n'importe quel professeur des écoles. Dans le second degré, si vous manque un prof de maths, si vous avez comme remplaçant un prof de lettres, il ne pourra pas remplacer le prof de maths. Donc il faut des remplaçants dans toutes les matières, ce qui évidemment complexifie beaucoup plus la politique de remplacement dans le second degré. C'est ce que vous évoquez, vous avez raison de le faire. Et justement, il se trouve que c'est dans le second degré qu'on a le plus grand problème aujourd'hui d'attractivité. Quand je suis parti, et je ne pense pas que les chiffres se soient améliorés, on était dans le second degré à Mayotte à peu près 50% d'enseignants contractuels. 50% à peu près d'enseignants contractuels. Ça veut dire que les postes existent et qu'on a du mal à les pourvoir. Donc c'est un vrai défi. Ça veut dire qu'il faut former, ça veut dire qu'il faut attirer et ensuite, évidemment, avoir une vigilance absolue pour cette politique de remplacement. Vous avez tout à fait raison. Dans les territoires ultramarins, parce que, évidemment, ces postes non remplacés, ils sont encore plus facteurs d'inégalité dans ces territoires-là qu'ailleurs, puisqu'on le sait, quand l'élève est sans prof, il n'y a personne souvent à la maison pour venir l'accompagner. Vous avez tout à fait raison, c'est un gros point de vigilance. Et ce que je ne comprends pas, c'est que quasi systématiquement, lorsque nos enseignants du second degré passent le CAPES, ils sont systématiquement mutés vers l'Hexagone, alors que nous n'avons déjà pas suffisamment de profs. Donc je n'ai jamais pu comprendre
Pourquoi? Oui, monsieur le ministre. Oui, juste une précision par rapport à l'impact de l'immigration. C'est un fait. C'est un fait, chacun tirera des conclusions. J'ai dit que les maires sont allés jusqu'à faire des demandes. Nous sommes la chambre des collectivités. Si nous n'écoutons pas les maires, c'est qu'il y a un problème. Madame, il n'y a plus d'autres questions? Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Oui, je voulais poser une dernière question à Monsieur Linguet sur l'université. À l'université, les langues de la Guyane, est-ce qu'elles sont valorisées? Puisque le sujet a été posé pour Mayotte. Et j'ai le souvenir que pour Mayotte, j'avais interpellé le recteur, je pense que c'était votre successeur, sur justement l'intérêt d'enseigner, en tout cas de prendre en compte la langue maternelle. Et on m'avait répondu que le rôle de l'université était premier dans la valorisation des langues régionales, que pour avancer sur l'enseignement de ces langues à tous les degrés, premier et second degré, il fallait d'abord enclencher la machine à l'université. Donc je voulais savoir, puisque j'ai la chance d'avoir devant moi le président de l'université de Guyane, où là ce sujet est très, très, très important, où vous en êtes dans cette valorisation, si cela se fait, et si effectivement ça peut redescendre dans l'enseignement au premier ou au second degré. Si selon vous, il fallait modifier la loi pour permettre l'adaptation du modèle dans les universités en Guyane. Ça, c'était une première question. Et une autre remarque, je rejoins ma collègue de Madame Petrus qui est que effectivement l'impact du non-remplacement des enseignants est encore plus grave dans les territoires ultramarins. Et je tiens à souligner que moi, j'appartiens à une collectivité d'outre-mer qui ne manque pas de vocation et qui chaque année montre son grand intérêt pour l'engagement dans la fonction publique. Les Réunionnais passent massivement les concours de l'enseignement, réussissent au concours du second degré et se retrouvent mutés en hexagone, Paris, Versailles, Créteil, ce qui suscite de grosses interrogations, parfois même des démissions. Les crises de la vocation, elles arrivent quand nos enseignants sont envoyés en hexagone, alors que quand ils s'engagent parce qu'ils ont une excellente connaissance de leur territoire, une idée très réelle de la déclinaison qu'ils pourront donner à leur service, à ce service public. Et je profite pour dénoncer cet état de fait, puisque ces mutations obligatoires avec une perspective de retour très lointaine fait que voilà, on s'engage pour aider son territoire, pour le tirer vers le haut, pour aider la jeunesse et ses compatriotes, et on finit par être découragé par une réalité complètement désenchantée. Voilà ce que je voulais rajouter à tout ce qui a déjà été dit. Et sur Mayotte, moi je regrette que j'ai encore le souvenir des débats qui ont eu lieu ici au Sénat sur la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, où j'avais posé un amendement pour demander à ce qu'il y ait des cantines dans chaque nouvelle école qu'on allait construire, et cet amendement avait été rejeté. Donc nous en sommes finalement au même point. On aura des écoles, mais on n'aura pas de cantine. Et je le regrette avec vous tous ici, les collègues. Voilà. Monsieur Linguet, je vous laisse bien. répondre aux questions. Merci. Donc, la première question concernait la prise en compte des langues maternelles à l'Université de Guyane. Oui, nous avons réfléchi à cette problématique et nous avons, lors de notre dernière phase d'accréditation, proposé un diplôme spécifique. Donc, il y a eu une accréditation spécifique de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation.
qui a pris la forme d'une licence éducation, médiation en milieu amazonien. Donc, dans le cadre de cette licence, les étudiants suivent des cours qui les préparent au concours de l'éducation, mais aussi aux professions de la médiation, et qui intègrent donc des enseignements en langue de Guyane, langue native de Guyane. Je veux parler de l'amérindien, des langues amérindiennes et des langues bushinangé, sont les langues noires marronnes des populations qui sont localisées sur le Maroni, au bord du fleuve Maroni, à la frontière avec le Suriname. Donc, nous en sommes à la 2e année d'ouverture de cette licence, qui accueille bien sûr des natifs de ces langues, qui pratiquent ces langues, mais aussi d'autres étudiants qui s'identifient comme un groupe à part, on va dire, au sein de l'université. Ils sont porteurs d'une identité. Donc, ça crée une émulation très, très particulière. Ils sont très motivés, très engagés et bien sûr prêts à s'investir dans leur futur métier. Alors, il y a d'autres initiatives. Nous avons un DU, donc médiation en santé, un diplôme universitaire qui est porté par la faculté de sciences médicales et santé de l'université, qui forme un certain nombre de personnes natives de l'étranger, d'autres pays de Guyane. Donc, ces personnes sont originaires soit d'Haïti, soit de la Dominique, soit d'autres pays d'Amérique latine, et qui donc reçoivent des enseignements orientés vers la médiation en santé et qui interviennent soit dans les cliniques, dans les hôpitaux, soit dans les centres de santé de Guyane. Il y a eu à un certain moment une formation de ce qu'on appelait des ILM, des intervenants en langue maternelle. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par le rectorat. Et nous avons assuré pendant quelques années la formation de ces intervenants en langue maternelle. Donc, c'était, comme son nom l'indique, des personnes qui maîtrisaient les langues maternelles de Guyane, parlées en Guyane, bushinangé, amérindienne, essentiellement, et qui recevaient une formation qui leur permettait ensuite d'intervenir dans les classes à côté de l'enseignant pour aider au dialogue ou à la compréhension mutuelle des scolaires et du corps professoral. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On aurait aimé aller plus loin, mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de résistance en interne. Je ne peux pas être totalement franc avec vous. Par exemple, cette licence éducation, médiation en milieu amazonien a fait l'objet de contestations syndicales. Lors de l'ouverture, la création a quand même été actée par le ministère, et lors de l'ouverture, le département donc, de lettres et sciences humaines qui portait cette formation a refusé qu'elle soit déployée au sein du département, ce qui fait qu'on a dû extraire la formation et la mettre à la formation continue dans notre direction de la formation continue pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile en interne de valoriser les langues locales. On est quand même confronté à des oppositions. Voilà. Après, sur la deuxième intervention, je ne suis pas sûr d'avoir compris si c'était une question ou un commentaire. Un commentaire, alors je laisse la parole. C'était juste un commentaire. Je vous remercie pour votre réponse très claire et très complète. Donc, merci beaucoup de pouvoir apporter cet éclairage-là. Et merci aussi pour le témoignage que vous nous apportez sur les difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous voulez développer et innover à partir du territoire. Monsieur Albour, un dernier propos ? Oui, je voulais... alors, je ne veux pas reparler des cantines, parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais je pense que vous avez raison, Madame la rapporteure. En tout cas, tous les
collèges et les lycées. Alors, il faudrait que je vérifie qu'on est bien resté dans cette optique que nous avons construite. Ils l'ont été avec des cantines, et comme je l'ai dit, nous construisions même des cuisines centrales pour les approvisionner. Non, vous souleviez la question finalement de la déconcentration de gestion. Je pense que donc je redis bien que je parle ici au titre de l'ancien recteur de Mayotte et donc du témoignage que je peux vous apporter. Je pense, et je l'ai dit en propos liminaire, c'est très important sur ces territoires, comme je pense d'ailleurs c'est important dans toutes les académies qu'on ait plus de déconcentration. Les concours que nous avons ouverts spécifiques à Mayotte sont des concours à affectation locale. Dans le premier degré, ils sont aussi à affectation locale, puisque les affectations sont académiques. Je pense que, et pour l'avoir rappelé, on a expérimenté un certain nombre de dispositifs à Mayotte que maintenant on déploie sur l'ensemble du territoire national. Ça pourrait être des dispositifs à déployer. Et je voulais rebondir au-delà justement du recrutement ou de la carrière des enseignants sur un autre point que je pensais qu'on aborderait, qui est l'éducation prioritaire. Donc Mayotte et la Guyane aussi sont deux territoires 100% éducation prioritaire. La Guyane pratiquement 100% éducation prioritaire renforcée. Le fait d'avoir des carcans, en tout cas des cadres très rigides nationaux, peut être vu comme une garantie, mais c'est parfois une garantie mal adaptée, parce que le territoire bouge. Vous le savez, les ministères sont contraints et ministre après ministre, on reporte toujours la question de la revoyure de la carte de l'éducation prioritaire pour plein de bonnes raisons. Hein. C'est qu'évidemment, c'est quelque chose qui doit se faire à l'échelle nationale, en lien avec les préfectures. Ça a beaucoup d'impact sur les services et les carrières des enseignants. Je pense que, en tout cas, quand j'étais en fonction, on avait des échanges sur des dispositifs adaptés. C'était les contrats locaux d'accompagnement qui avaient été mis en place à l'époque par le ministère ou le secrétariat d'État dédié à l'éducation prioritaire, qui nous avaient permis de projeter un certain nombre d'adaptations, c'est-à-dire faire passer finalement en éducation prioritaire renforcée un certain nombre de secteurs qui le méritaient d'après nous, de travailler aussi sur les lycées, qui on va dire, qui ne sont plus dans ce périmètre, alors que on pourrait avoir cette réflexion. Et donc c'est aussi un sujet dont on pourrait expérimenter la déconcentration. Et c'est d'ailleurs en partie ce que prône le ministre actuel, vous savez, avec ces dispositifs des 15% des collèges les plus en difficulté, où on s'adapte au-delà des carcans et des normes de l'éducation prioritaire. Donc ce sont des choses qu'on avait commencé à expérimenter à Mayotte, qui vaudrait le coup d'être regardé, puisque on est en plein dans la résorption des inégalités locales, puisque les cartographies et les dispositifs d'éducation prioritaire sont des outils qui doivent apporter des réponses. Et ça me permet aussi de signaler que, en fait, l'éducation prioritaire et les inégalités, ça ne doit pas être figé par définition, puisqu'on doit les combattre. Et que le but de tout recteur, c'est de faire en sorte qu'on sorte de l'éducation prioritaire. C'est de faire en sorte que les élèves réussissent et qu'on soit dans des bonnes conditions pour réussir. Et aussi de cibler les territoires, de cibler les collèges, les écoles qui, pour une raison ou une autre, sont devenus des écoles ou des collèges en difficulté. Et pour eux, justement, de mettre les moyens nécessaires et d'appuyer comme on doit le faire. Donc ça va dans votre sens, Madame la rapporteure, de plus de déconcentration, et je pense que c'est aussi une piste qu'il faudrait explorer. Je voudrais quand même conclure, alors c'est pas à moi de conclure, mais quand même il y a un sujet qu'on n'a pas abordé,
qui ne touche certainement pas tous les Outre-mer, mais qui touche Mayotte, c'est le sujet des violences. Malheureusement, c'est un sujet qui ne touche même maintenant pas que Mayotte, hein, puisque les armes et les violences à l'intérieur des établissements, on les voit maintenant aussi sur le territoire hexagonal. C'est enseigner, être élève dans un territoire ou dans un établissement qui est gangréné par la violence, c'est aussi miner ses chances de réussir. Et donc, je voulais le dire parce qu'on ne peut pas parler de l'enseignement et de l'éducation à Mayotte sans parler des violences. On a fait beaucoup, et c'est là aussi un sujet sur lequel l'État, les collectivités, les parents, tout le monde, toute la société doivent travailler de concert. Mais c'est un vrai fléau. Et parmi les facteurs, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, hein, qui gangrènent les chances de réussite des élèves, c'est ça, c'est quand un élève va à l'école avec, qu'on dit, la boule au ventre, peur de se faire agresser. Quand un enseignant va dans un établissement avec la peur de se faire agresser, eh bien, on n'apprend pas de la même manière. Donc on y a beaucoup travaillé, on a renforcé évidemment les AED, les EMS. On nous a reproché que tous nos collèges et nos lycées ont l'air de prison parce qu'on a 2 rangées de barbelés pratiquement partout. Je vois nos élus qui sourient, mais de fait, on l'a fait malheureusement. Ce sont des solutions ponctuelles, mais c'est aussi quand même à prendre en compte. Et quand je disais qu'il faut avoir une réflexion systémique, ça en fait partie, et juguler cette violence qui mine un certain nombre de territoires, dont Mayotte, fait partie aussi des clés pour redonner plus de chances et plus de chances de réussir à tous les élèves. Merci. Plus de questions, plus de machin. Messieurs, donc je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Donc je vous remercie pour les propos qui nous ont éclairés et leur qualité. Si vous aviez d'autres thématiques à mettre par écrit, nous serons preneurs. Ce sera fait, Madame la Présidente. Merci. Ce sera Et fait. bonne soirée. Merci, Madame la Présidente. Bonne soirée.